Qu'est-ce qu'une culture musicale? La culture musicale, ça suppose une trajectoire, c'est effectivement une démarche un peu consciente et donc du coup une enquête. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de Mon Bagage Culturel. C'est un média qui s'adresse à ceux et celles qui veulent structurer leur culture générale. Et pour cette première vidéo, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Sylvain Fesson. Déjà, merci beaucoup. C'est moi qui ai l'honneur de t'avoir en journaliste. Donc Sylvain Fesson, c'est un chanteur, auteur, compositeur à la voix. Je te laisse te présenter. Me présenter avec tes mots. C'est pas évident de se présenter. Je fais plein de choses qui ont pour point de départ en général l'écriture, mais depuis une dizaine d'années en fait. Donc du coup, j'occupe plein de rôles qui sont liés à la vie des chansons. Et ça me fait tour à tour être communicant, être acteur, être réalisateur, parolier, chanteur. Ce qui me frappe beaucoup quand je lis tes chroniques, parce que tu continues à chroniquer, ouais. Notamment sur tes réseaux sociaux. Uniquement sur mes réseaux sociaux. De manière totalement spontanée. Je le fais en fait comme j'espère que tout le monde pourrait le faire. C'est-à-dire quand tu aimes quelque chose, tu en parles. Après, moi, il s'avère que je le fais de manière plus structurée parce que j'ai un vécu journalistique et donc je sais le faire et je sais le faire par écrit. Et justement, c'est en lisant tes chroniques spontanées que je me suis rendu compte, mais je pense que je suis pas la seule, de l'étendue de ta culture musicale. Qu'est-ce qu'une culture musicale? Est-ce que c'est un concept qui est pertinent pour toi? Oui, les gens... moi, par exemple, je pense que j'ai une culture musicale qui est liée à mon époque, à ma génération. Donc à ma génération en tant qu'enfant des années 80 et adolescent des années 90. J'ai cliqué sur des choses qui étaient liées à mon timing générationnel. Voilà, j'ai aimé des choses des années 80, des années 90 et aussi des années 2000. Après, la culture musicale, ça suppose une trajectoire, c'est effectivement une démarche un peu consciente et donc du coup une enquête, quoi, quelque part, une articulation, une création de tiroirs, ça dirait. Tu connais le nom de ceux qui font la musique, tu connais le genre musical. Enfin, tu vois, ça suppose toute une grammaire et une arborescence que tu vas engranger et qui va te permettre en fait de t'orienter dans les artistes, dans leurs propres sources d'influence à eux, dans leur carrière à eux, dans leur descendance, et tu vas pouvoir en parler et en faire du coup un élément de vie sociale. Je pense qu'une culture musicale, c'est à la fois une culture émotionnelle, personnelle, c'est-à-dire savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, donc ton propre rapport d'émotion, et en plus un rapport de discours avec les autres. Et en termes de cas pratiques, est-ce que tu saurais retracer ton parcours à toi, ta trajectoire? Moi, disons que c'est une chance. Enfin, je pense que c'est une chance. J'ai pas de vraie culture artistique ou culturelle familiale. Mes parents m'ont jamais parlé d'un artiste, que ce soit un chanteur, que ce soit un réalisateur. J'ai pas de catéchisme culturel familial. D'héritage ou j'en ai, mais qui sont tellement pas sujets justement de discussion et de sociabilité. Je pense que chez moi, la culture artistique se limite à une écoute de la musique. Et en général, ça se passait dans la voiture des parents quand on partait en vacances. Et c'était pas un sujet de discussion et c'était surtout pas un discours de oh regarde, cet album est super ou cet artiste est super, tu dois aimer ça, tu dois écouter ça. Ouais. Enfin, tu vois, mes parents n'étaient pas du tout des guides culturels. Ni des censeurs, du coup. Du coup, ni des censeurs. J'ai pas eu ils n'ont pas créé justement de frontières et de cartographie sur ce que je devais aimer ou pas aimer. Et tu penses que ça, c'est une chance? Ouais, je pense que c'est une chance parce que j'ai l'impression que ça crée une liberté. À partir du moment où il y a ce relatif vide culturel, mais qu'à un moment donné, tu te mets en mouvement pour avoir une culture musicale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de permissivité, de mélange et de désinhibition que des gens qui ont une culture du bon goût sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui a de la valeur, ce qui n'a pas de valeur. Je trouve que des fois, j'ai plus l'impression que ça enferme les gens qu'autre chose, parce que
ils ont des verrous qui sont beaucoup plus présents dans leur promenade artistique et culturelle. Or moi j'en avais pas trop et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça me permet d'être assez libre. J'écoutais la radio, j'écoutais je sais pas Oui FM, Fun Radio à l'époque qui étaient des radios grand public mais qui étaient très marquées par une culture rock avec des choses qui passeraient plus du tout en radio, enfin qui ne passent plus du tout en radio aujourd'hui. C'est-à-dire par exemple le rock indé des années 90, que ce soit, je sais pas moi, les Cranberries, Radiohead, Nirvana. On a appelé la culture rock au sens large, quoi. Qui est maintenant devenue une musique médiatiquement de niche, quoi. Après, sinon, moi, mes parents écoutaient pas vraiment du rock, mais ils écoutaient, je sais pas, Balavoine, Dao, Mylène Farmer. Mon père aime bien Mylène Farmer. Mais mes parents, ils ont un rapport très, très émotionnel aux choses, quoi. Et c'est pas du tout médiatisé par du discours, mais en fait, c'est très sensitif, quoi. Donc ils vont vers des chansons, quoi. Ils écoutent beaucoup de chansons. Moi, j'ai gardé ça, quoi. Enfin, j'ai toujours le point commun que j'ai avec eux, c'est que j'ai un rapport comme ça très émotionnel aux choses. Ça s'entend dans tes chansons d'ailleurs. J'espère. Ce côté vraiment. Pour moi, une chanson, elle est censée être émotionnelle, quoi. Ouais. Mais et du coup, je dis pas que c'était le cas de tes parents, mais il y a beaucoup de personnes effectivement qui écoutent de la musique avec leur cœur, avec leur tripes, et qui, lorsqu'ils se retrouvent en société, soit ils estiment que ce qu'ils écoutent n'est pas assumable, donc oui j'écoute Céline Dion mais j'ai pas le droit de le dire, soit ils n'arrivent pas à articuler un discours alors que tu peux pas ne pas revendiquer les choses avec lesquelles tu as grandi. Une fois que tu as 30 ans ou 40 ans, tu te rends compte que non, tu as grandi avec des choses très, des fois un peu naïves ou candides ou fleurs bleues. Et une fois devenu adulte, ce serait se tirer une balle dans le pied de te dire que tu n'es pas constitué de ça. Tu es constitué de ça. Donc à un moment donné, il faut le reconnaître et dire non, mais ça a de la valeur parce que en fait, c'est synonyme d'émotion pour toi. Alors effectivement, il y a des gens qui vont dire non, ça restera toujours des choses interdites. Mais ils se font du mal. Oui. Et du coup, je vais revenir à ta trajectoire où tu t'es dit, enfin, sur quel musicien ou quelle musique tu t'es dit, aucune. Waouh, il faut que j'aille au-delà, que je comprenne qui a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Sur quoi j'ai mordu pour après tirer un fil à dérouler comme ça. Moi, le groupe avec lequel j'ai cliqué, c'était Radiohead. En étant jeune, en étant ado, j'étais pas branché, pas tendance, jamais dans les bonnes cases. Mais s'il y a un truc où j'ai vraiment été de mon époque, c'est sur ma rencontre avec Radiohead. Et parce qu'effectivement, quand leur album OK Computer il sort en 97, je le prends vraiment en direct. Je sens que cet album fait partie de moi et qu'en fait, en allant vers cet album, je vais aller vers moi en fait. Comme en plus c'est un groupe qui a une grande culture musicale, j'ai découvert plein d'autres trucs en découvrant leur musique parce que il y a du rock, il y a du texte, donc il y a de la littérature, il y a du propos. C'est vraiment une grande matrice, quoi. Et de Radiohead, tu as bifurqué sur 2-3. Tu as un souvenir de ça ? J'ai un souvenir d'avoir vu Radiohead en concert je crois que c'était en 2000, je sais jamais si c'est 2000 ou 2001, mais je pense que c'était 2000 quand ils avaient installé leur chapiteau près du stade Porte de Saint-Denis. Et en fait à l'époque c'était Sigur Rós qui faisait leur première partie, groupe que je connaissais pas du tout, et j'étais avec des potes de lycée, et la première partie commence, donc c'était Sigur Rós, et je comprenais pas ce que faisait Sigur Rós, parce que le mec jouait avec un archet sur sa guitare, et c'était des longs morceaux qui n'explosaient jamais. Merde, les gars finissez quoi, on veut que Radiohead commence. Je ne comprends pas cette musique. Musique que j'ai adorée par la suite. Mais à l'époque, quand je les ai découverts comme ça sur scène, je rentrais pas dedans, quoi. Et ça m'a éduqué, ça m'a ouvert à d'autres musiques, à d'autres mouvements musicaux. Effectivement, des fois, ne pas tout le temps aimer que les choses qui sont explosives, quoi. Aimer les choses qui peuvent être dans l'implosion ou dans la lenteur. Indépendamment de Radiohead, je me suis ouvert à la culture rock à la fin des années 90 et j'ai découvert plein de choses en lisant la presse musicale aussi. La presse musicale. Anglais. Quand je me suis intéressé à la presse musicale, vraiment fin des années 90, quoi, 97, 98, c'est vraiment là que je commence à me dire que il
Il y a ce groupe de rock Radiohead que j'aime beaucoup, et il y a d'autres trucs que je connais pas parce que mes parents m'ont pas éduqué à la culture rock. Du coup, c'est vraiment un truc que je dois explorer. Et effectivement, je cherche des guides, quoi. Et comme j'ai pas ça dans mon environnement direct, je me rends compte que la presse musicale va être un champ que je vais pouvoir suivre. Je cherche à comprendre qu'est-ce que je vais aimer, qu'est-ce que je dois aimer aussi, mais que je ne vais finir par pas aimer parce qu'on peut pas se forcer à aimer les choses, mais et à comprendre où est la valeur, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, dans la presse musicale rock, il y a toute une hiérarchie de qu'est-ce qui est rock, qu'est-ce qui n'est pas rock, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et moi, j'essaye de prendre à l'époque ma place là-dedans. Est-ce que ça t'a enrichi d'aller vers quelque chose que tu pensais devoir aimer et que tu n'aimes pas au final, mais qu'aujourd'hui tu connais? Oui, Est-ce que c'est une richesse? Oui, bien sûr, il y a des choses que j'ai essayé d'aimer et je me suis rendu compte, par exemple, dans la presse rock, on parlait à un moment donné beaucoup de Sonic Youth, qui était lui aussi un groupe des années 90, mais qui avait démarré plutôt dans les années 80. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'en fait, il faut que j'aime le Sonic Youth, ce serait bien, quoi. Parce qu'ils sont bien vus, parce qu'il y a des guitares, parce qu'il y a une grosse carrière, tout ça, machin. Et c'est pas que ça me déplaisait, Sonic Youth, mais en fait, je me rendais compte que je prenais aucun plaisir à les écouter chez moi. Et moi, je revenais toujours à ce truc de, en fait, qu'est-ce que je prends plaisir à écouter, quoi. Si un album que j'ai écouté une fois, que je trouve marquant, mais que j'ai pas envie de le réécouter, pour moi, je peux pas vraiment dire que je l'aime, quoi. Alors, je peux dire que je le connais, je peux dire que je l'ai écouté, que je vais voir ce dont ça parle et que je vais pouvoir en parler à d'autres, mais en fait, si je l'ai pas incorporé, je peux pas avoir l'honnêteté de dire ouais, j'aime, je connais vraiment, ça fait partie de moi. Non, et Sonic Youth, ça faisait pas partie de moi. Et il y a eu plein d'autres trucs comme ça, mais que j'ai essayé, que j'ai goûté, quoi, que j'ai emprunté, que j'ai acheté, qu'on m'a prêté. Si j'ai quand même j'ai développé mon goût musical, il y a quand même des frontières que j'ai pas franchies, parce qu'on est ce qu'on est et qu'en fait il y a des choses sur lesquelles on n'est pas fait pour aller, ou alors c'est parce qu'à un instant T c'est pas ça qu'il nous faut. Mais ça m'a donné une culture. D'accord. Indépendamment de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas, c'est bien de savoir qu'est-ce qui existe pour avoir une culture, pour avoir des repères, pour avoir une sorte d'histoire de l'art, en fait. Ouais. Que ce soit la musique, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma. Qui plus est, pour des gens comme nous qui sommes à Paris, en fait, c'est une capitale. On est souvent confronté à des gens qui sont habitués à manipuler des symboles, des signes, des discours culturels. Et en fait, moi, étant pas du tout un Parisien de naissance, quand j'arrive post-ado à Paris, je me rends bien compte que mon parcours va être quelque part dans le monde de la culture parce que j'aime ça, l'expression artistique, et que du coup, je dois avoir en fait justement le bagage culturel pour moi, mais pour aussi pouvoir exister dans la discussion avec les autres, et que du coup, je dois en fait échafauder des circuits. Oui. Tu vois. Et en fait, c'est comme c'est construire un instrument, c'est-à-dire c'est comme c'est construire une carte, c'est comme c'est construire. Ouais, c'est un objet que tu construis en fait. Qu'est-ce que tu vas aimer, qu'est-ce que tu vas pas aimer. Et en fait, tout ça, en fait, c'est un outil. C'est invisible. Ça a une vraie pertinence, quoi. Il y a une colonne vertébrale comme ça, en fait. Ouais. Et comment tu fais pour, quand tu tombes sur un morceau que tu comprends pas ou que tu aimes pas, tu lui donnes sa chance? Comment ça se passe? Après, ça dépend ce que ça veut dire. Tomber sur quelque chose que je comprends pas. Est-ce que je le comprends pas parce qu'en fait, artistiquement, j'ai pas les codes pour le décrypter, ou est-ce que je comprends pas le succès que ça peut avoir? Après, des choses que je comprendrais pas artistiquement, il y en a plein, mais les médias auxquels on est confronté dans l'environnement direct ne nous exposent pas à des choses de l'ordre de l'OVNI, quoi. J'ai pas d'idée comme ça, j'ai pas de souvenirs. Je sais pas toi si ça t'arrive. Souvent. Souvent. Je suis complètement larguée, moi, personnellement,
à vraiment assumer à un moment donné que j'étais dans la nostalgie, il y a quelques années, j'ai vraiment arrêté. J'explore pas mal la musique classique, par exemple, mais déjà pas en me disant je cartographie. Tu vois, moi j'y connais, tu vois, en musique classique, quoi. Mais tout ce qui est la musique pop actuelle, pour moi, tout est à faire, surtout qu'en plus les outils ne sont plus les mêmes. On a une impression de multiplication des médias. Après, c'est sûr que la culture pop, qu'on appelle la culture pop rock ou électropop, enfin toutes ces ramifications, c'est censé presque être le bagage quand tu es jeune à un moment donné que tu dois avoir acquis. Et c'est sûr que si t'as pas chopé ça, ça peut faire un peu défaut dans ton rapport à la culture mainstream, quoi. Parce qu'effectivement, la culture pop, elle t'amène vers la chanson, elle t'amène vers une forme de modernité à un moment donné qu'il a fallu choper. Et si tu l'as pas chopé, il y a des trucs que tu comprends pas. Et moi, effectivement, ça m'a permis aussi de garder une vigilance et une compréhension de plein de phénomènes artistiques, d'avoir développé à un moment donné mon rapport à la culture pop et à la culture rock parce que j'étais pas né avec dans ma famille et je me suis senti beaucoup plus pertinent dans mon rapport au monde et mon rapport aux autres d'avoir développé cette culture-là, c'est sûr, bien sûr. Mais même la culture publicitaire, à un moment donné, comme j'ai fait des études dans la publicité, c'est tout un tas de champs qu'il est bon de labourer un peu si tu veux pouvoir évoluer dans des mondes comme ça où des fois des gens vont avoir plus de culture que toi parce qu'en fait ils sont nés dans des familles où la culture elle est là, ils savent qui est réalisateur, qui est chanteur et toute cette arborescence ils vont l'avoir de manière plus spontanée et effectivement prendre le truc en cours de route c'est pas tout le temps évident, ça prend du temps. Il faut avoir envie, si t'as pas envie en fait. Moi je l'ai fait parce que j'avais envie. Et concrètement, le temps que ça prend, c'est le temps de lire les articles, déjà pour se repérer par rapport à ce qui est dit, ensuite écouter, en fait. C'est un temps c'est d'écoute, des heures d'écoute, et tu écoutes des albums. Oui, moi j'écoute des albums, ouais. Mais parce que j'ai beaucoup de temps perso, quoi. Après, c'est effectivement quel est le temps libre qu'on arrive à s'aménager dans la vie. De tous les jours, il faut effectivement beaucoup de temps libre pour écouter de la musique, pour lire des livres, pour écouter ses propres idées, recevoir des idées, les mettre en forme. C'est toute une écologie spatio-temporelle. Ça prend le temps qu'on peut passer à regarder des séries, par exemple. Oui, mais les séries, c'est de la culture aussi. Moi, c'est vrai que des séries, je n'en regarde pas parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'aime les séries, ça m'est déjà arrivé d'en regarder, mais c'est vrai que ça te prend beaucoup de temps. Et les séries, c'est assez vicelard parce que forcément elles sont bien, elles sont souvent super bien faites, mais elles vont te prendre du temps, c'est une folie, quoi. Mais j'essaye de garder beaucoup de temps libre pour faire ce que j'ai à faire, en fait. Et à un moment donné, en fait, le truc, c'est que quand tu deviens producteur artistiquement de tes propres chansons, tout ça, tu dois en fait opérer un switch entre ton temps de consommateur de l'art des autres et ton temps de créateur. Est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent que ceux que tu penses être vraiment les fondateurs de la modernité d'aujourd'hui, genre écoutez ça et vous ne serez victime d'aucun harcèlement culturel de la part de vos semblables. Non, aujourd'hui il y a tout qui cohabite, quoi. Il y a plein de genres musicaux différents qui cohabitent, il y a plein de... Et puis il n'y a plus vraiment de famille culturelle, les gens vont écouter du rap, ils vont écouter de la chanson. Je pense pas qu'on puisse à un moment donné dire à quelqu'un genre ah ouais tu connais pas ça, du coup t'es con, t'es un moins que rien. Nous on avait des totems et des icônes culturelles qui étaient des rendez-vous beaucoup plus... des rendez-vous de masse, quoi. C'est-à-dire c'était dur à un moment donné de pas avoir... d'une certaine manière choper Nirvana, d'avoir chopé Jeff Buckley, d'avoir chopé même Radiohead d'une certaine manière. C'était un peu inévitable, quoi.
Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus en mode flunch, quoi, en mode self-service, quoi. Après, j'ai l'impression que les figures, on les connaît musicalement. C'est sûr que sans trop se tromper, on peut dire aux jeunes, ouais, si vous allez faire un tour du côté de David Bowie, vous allez pouvoir après avoir accès à plein de choses parce que David Bowie a traversé les époques et a traversé les plasticités artistiques et a inspiré beaucoup de gens. Et pour plutôt du coup pour les moins jeunes qui vieux. Moi j'ai tendance à militer pour aller écouter ce que vous aimez, quoi, et ne vous laissez pas impressionner par les gens qui ont besoin de se construire un rôle un peu de gourou culturel en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait on parle tout le temps soit de son propre corps, c'est-à-dire j'aime ça ou ça c'est bien, mais en fait c'est ton propre goût que tu revendiques, c'est tes propres sens, c'est ta sensorialité que tu exacerbes à l'extérieur et tu dis ça c'est bien. Mais en fait tu dis juste j'existe et mon corps c'est mon corps, mais mon corps a envie de te coloniser qu'en fait. Donc tu revendiques ton propre corps en revendiquant tes sens et en revendiquant ton goût, ou alors tu revendiques ta propre force de persuasion à dire voilà, j'ai imposé mes goûts, j'ai imposé ma cartographie et ma propre capacité en fait à être un véhicule dans mon époque. C'est ce que je te disais à un moment donné quand on avait discuté un peu en préambule de cette rencontre, c'est l'intérêt qu'on a pour la culture à un moment donné, c'est notre propre aussi intérêt d'exister dans l'époque, quoi. À un moment donné, on a besoin de prendre notre place dans notre époque, dans notre vie, dans notre monde, et du coup dans le monde des autres. Et la culture est souvent l'interface la monnaie d'échange, comme ça, qui va permettre aussi à l'individu de dire voilà, j'existe parce que j'aime ça, et du coup les gens qui vont aimer ça comme moi, je vais pouvoir interagir avec eux. Comme c'est quelque chose qui a une certaine valeur, que ce soit marginal ou que ce soit mainstream, je vais pouvoir cheminer. Et je vais pouvoir construire un parcours, que ce soit un parcours professionnel ou juste un parcours affectif, un parcours narcissique. On a tous besoin d'interagir comme ça, quoi. D'accord, oui. Oui, c'est une forme de jeter un pont vers les autres, de se dire on parle beaucoup de tel musicien, il faut que je regarde et que je me fasse mon opinion. Ouais, et puis de pouvoir trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt pour discuter avec eux. J'aime ça, j'aime ci. Ah ouais, toi tu l'aimes, comment tu l'aimes, c'est quoi ton morceau préféré dans ce disque? Ah ouais, moi c'est celui-là, tout le tralala. Voilà. Donc après bon, il y a plein de figures incontournables, hein, comme je t'ai dit, dans la culture pop. Mais je sais pas si c'est évident ou pertinent de dire écoutez ça va vous permettre de comprendre un peu là où on en est artistiquement. Nous, en plus, on a quand même une culture qui était encore très anglo-saxonne, américanophile, et que le soft power anglo-centriste a fait un peu son temps. Donc en fait, aujourd'hui, le centre de gravité culturelle, il change aussi pour les jeunes. Et côté chanson française, est-ce qu'il y a des références qu'on ne peut pas ignorer si on veut vraiment comprendre ce qui se fait? C'est pas évident de parler de la chanson française parce que j'en fais et que du coup tout ce que je vais dire pourrait être retenu contre moi. Je sais pas, les trucs actuellement qui existent en chanson française, on les connaît, c'est Feu Chatterton, c'est Bertrand Belin, c'est Zao de Sagazan, dernièrement c'était Sam Sauvage, Victoire de la musique. Moi, le point commun souvent que je trouve dans ces groupes-là, c'est très spécifique à la France, c'est qu'en fait souvent on a des artistes qui viennent de milieux favorisés, quoi. L'argent va à l'argent en France et on n'est pas trop capable d'emmener à un niveau de reconnaissance médiatique mainstream des gens qui sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, quoi. Ce qui n'enlève rien à la qualité des groupes que j'ai cités préalablement. Mais c'est tout le temps un peu dommage parce que du coup je trouve qu'on se retrouve avec une culture qui est un peu taxidermiste parce que justement les gens souvent qui sont bien nés, donc qui sont nés avec à la fois le capital
financier, le capital culturel Et social. ne sont pas tout le temps très modernes en fait finalement. Et du coup j'ai l'impression que toute cette chanson française qui occupe une certaine devanture, elle est en fait l'illustration d'une frange sociale et économique qui a besoin de faire perdurer, j'allais dire, un sentiment identitaire français, un peu vieux jeu, un peu conservateur, où on va chanter sans s'en rendre compte de manière super articulée, comme ça se faisait dans les années, je sais pas, 30, 40, machin. Moi, ça me touche pas. Et ta préférence aujourd'hui, elle va plutôt vers quel groupe ou chanteur français? Je crois que d'un point de vue un peu couillon, je vais te dire que d'une certaine manière, je me suis mis à faire des chansons parce que je pense que je me suis aussi senti autorisé par le fait que j'allais justement avoir du désir sur ma propre production artistique plus que sur ce qui existe. Donc du coup, tout bêtement, j'aime plus ce que je fais que ce que les autres font. Ça peut paraître totalement bête de le dire ou prétentieux, mais je le pense sincèrement. Sur les réseaux sociaux, est-ce que tu te laisses guider par les recommandations des algorithmes? Non, pas plus que ça. Non, j'essaie des fois de me laisser guider par ce dont les gens parlent, la manière dont ils en parlent. Quand j'utilise beaucoup Facebook et sur Facebook, les gens débattent beaucoup. C'est un peu le café du commerce. Donc ça me permet des fois de rester facilement en lien avec une certaine forme d'actualité culturelle, en tout cas aussi. Comme j'ai beaucoup dans mon réseau des gens qui sont des passionnés de musique ou des journalistes ou des auteurs, compositeurs, interprètes, des gens qui sont aussi agités par ces mêmes centres d'intérêt. Donc j'essaie de voir un petit peu quel est un peu le boursicotage dans les débats, puis d'aller prendre le temps d'aller écouter. Je me dis tiens, de quoi j'ai entendu parler. Et dans ce dont j'ai entendu parler, qu'est-ce qui m'a un peu tiré l'oreille, quoi. Donc tu as fêté tes 10 ans de chansons en 2024, c'est ça? Ouais, environ, c'est ça. Ouais. C'est toujours dur de savoir quelle est la date de commencement. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir passé de la consommation, ou en tout cas d'ingurgiter de la musique à la production, ça a modifié ton rapport à la culture? Est-ce que ça a augmenté ta culture, entre guillemets? Je continue à beaucoup écouter ce qui se fait et aussi à, comme tu le disais tout à l'heure, à partager des coups de cœur. Après, ce que ça a peut-être changé, c'est la nature de mon regard. Quand on est que tu deviens effectivement producteur, acteur, créateur, et tu as les mains dans le cambouis. Et du coup, tu vas appréhender ce que font les autres à l'aune de cette pratique que tu n'avais pas avant. Donc en fait, tu vas te dire, tiens, mais alors comment il a fait ça, qu'est-ce que ça lui a demandé comme temps, comme moyen. Je pars du principe qu'un objet artistique ou culturel, en fait, ce qui compte, c'est le résultat, en fait. Est-ce que c'est magique ou est-ce que c'est pas magique pour l'auditeur? Ouais. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est stimulant ou pas stimulant? Donc moi, en tant que consommateur culturel, aujourd'hui, c'est ce qui continue encore à m'intéresser. Est-ce que quand j'écoute un disque, est-ce que ça fait sens pour moi en termes de beauté, en termes d'émotion et de magie? Je suis pas assez technophile et quelqu'un d'intéressé par le matos pour vraiment me poser la question de ah ouais, mais il a pris quel micro, quelle guitare. Ça, en fait, je m'en fiche. Une fois, je crois que tu as dit, que c'est toi qui as dit qu'il faut plus laisser la musique aux musiciens. Oui, c'est vrai, c'est une de mes punchlines. Ah oui. Je pense souvent à cette phrase parce qu'effectivement, je pense qu'elle a quelque chose de marquant et je pense qu'elle veut dire quelque chose. Et en tout cas, elle me définit beaucoup. Tu vois, on parlait de comment se définir. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'apprentissage ou le côté autodidacte. Cette phrase, elle veut dire ça, effectivement, pas forcément laisser le passage à l'acte artistique à ceux qui ont appris, parce que c'est pas forcément eux qui vont avoir le plus de personnalité à exprimer ou le plus de singularité.
Mais pour moi, c'est une phrase qui s'applique assez spécifiquement aux chansons, et je trouve que les chansons sont vraiment quelque chose qui peut frapper n'importe qui, en fait, qui peut frapper monsieur et madame lambda, à trop vouloir les garanties de gens qui soient pros, qui soient carrés. Et bah en fait, on ne permet pas à des chansons d'advenir, parce qu'une chanson, elle a tout le temps besoin d'un chanteur ou d'un poète, quoi, quelqu'un qui soit un peu plus, qui soit dans un autre plan, en fait. Dans mon expérience, je me rends compte qu'une chanson, elle a besoin d'autre chose que de quelqu'un qui a les mains sur l'instrument. Elle a besoin de quelqu'un qui sait rêver, elle a besoin de quelqu'un qui sait écrire, elle a besoin de quelqu'un qui sait justement qui sait ce que c'est que d'avoir passé beaucoup de temps qui a un chemin culturel à tel point qu'en fait le chemin culturel c'est plus forcément un problème, et parce que du coup il y a souvent justement face aux musiciens qui sont beaucoup plus techos, quoi, qui sont dans la preuve matérielle des faits. Ils ont un instrument, tu vois, ils ont un engin, je le dis à dessein parce que il y a ce truc sexuel, quoi. Et ben effectivement, quand t'as pas l'engin à démontrer, en fait, on te dit mais c'est quoi toi ton domaine de compétence? Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'arriver avec un texte écrit et mis en chant de A à Z. Et du coup, moi, j'avais l'impression d'avoir déjà fait un marathon. C'est-à-dire, j'avais déjà parcouru beaucoup de chemins artistiques pour avoir un texte et un chant. Et aux yeux du musicien, j'ai l'impression que en fait, j'avais rien amené, quoi. Parce que pour lui, en fait, comme il n'est pas des fois sur le même plan, il n'arrive pas à reconnaître en fait le travail que ça a nécessité. Et puis c'est un saut, moi je connais au moins une personne qui se reconnaîtra, qui chante et qui a plein de mélodies dans la tête et qui les chante, qui les construit petit à petit, mais qui se sont pas forcément légitimes pour approcher des musiciens pour dire voilà, j'ai ma mélodie complète. Ah bah ouais, ça peut faire peur, hein, d'arriver avec sa petite mélodie comme ça, mais il faut le faire parce que en fait c'est comme ça que les chansons naissent, en fait. Quand tu oses dire bah voilà, en fait moi j'ai ce texte, ce chant, en fait, et j'ai besoin de le mettre dans la matière. Donc j'ai besoin d'avoir des gens qui pratiquent l'instrument. Et tu disais que du coup travailler une chanson à plusieurs, ça lui donne une dimension supplémentaire, autre, qu'elle atteint un palier de qualité. Une chanson, ça mute, ça métamorphose par plein d'inspirations, plein de conseils. Et in fine, c'est toi qui les filtres et qui décide, mais en fait, ça fait boule de neige par rapport à plein d'interactions. J'ai besoin d'autres personnes, et je pense que c'est toujours pareil dans la vie, on a besoin de s'entourer de plein de personnes qui savent faire ce qu'on ne sait pas faire. Et la chanson, elle va avoir besoin de plusieurs acolytes comme ça pour acquérir sa force et sa magie. Je pense que la magie, en fait, elle est validée aussi par la magie des autres. On a rarement une magie tout seul, quoi. Mais des gens qui acceptent de se réunir et de se voir, mais comme toi et moi, on se voit là pour discuter, tu vois, en fait, c'est un truc qui se fait à deux. Donc quand deux personnes acceptent d'être en présence et prendre du temps à partager quelque chose qu'ils aiment, oui, forcément que les paliers vont être franchis. De fait, par la réunion, en fait. Je commence à avoir mal, en fait. Mais on n'a pas les meilleures chaises. Je crois que j'ai super mal cadré tout le long, c'est pas grave. Ça ne peut pas être parfait la première fois. C'est roots. Voilà, exactement. Alors là, je me mets quand même dans l'axe. Tu travailles sur quoi en ce moment? Tu as sorti une chanson récemment qui s'appelle Courir. Et de toute façon, je vais mettre tous mes réseaux, tous tes profils, tous tes réseaux dans la description. En ce moment, en fait, je finis un album que j'ai commencé en octobre 2023 avec un compositeur qui s'appelle Francis, qui habite à Tarbes, que je salue. Salut Francis. Coucou Francis. C'est comme ce qu'on disait, qui a la patience, qui a l'envie d'échanger avec moi. Et voilà, ça fait déjà 3 ans, enfin un peu moins, mais ça fait presque 3 ans qu'on est en lien et qu'on est en échange pour faire cet album. Donc j'ai sorti déjà 4 morceaux. Le 5e va sortir courant avril avec un clip. Et le but et l'idée, c'est d'en sortir 2 autres avant les vacances d'été. Donc d'avoir sorti 7 morceaux, puisque l'album en compte 14. Comme ça, j'aurai déjà fait la moitié du parcours. Chapeau. Et il y aura les 7 autres après pour l'année 2026-2027.
Donc voilà, je travaille essentiellement sur cet album-là et aussi sur d'autres albums parce qu'en fait, les albums se font les uns en même temps des autres. En fait, il n'y a jamais un album qui interdit de bosser sur un autre album. C'est juste que il y a une focalisation sur un projet plus qu'un autre. Mais je continue avec plein d'autres chansons. Certaines qui sont effectivement pour l'instant totalement dénuées de projets au sens de disques. Mais il y a certaines qui sont déjà inscrites dans des projets de disques. Et puis qui avancent, c'est un petit concours d'escargots comme ça. Ouais. Pour aiguiller ceux qui voudraient te connaître, tu conseilles d'écouter quoi de toi en premier? On ne peut pas connaître quelqu'un en écoutant une chanson. Pour faire connaissance, c'est toujours peut-être bien d'écouter le truc le plus récent, le truc qu'on est en train de défendre présentement. Donc oui, peut-être le morceau Courir que je viens de sortir, qui sont des morceaux en fait un peu plus pop, un peu plus immédiats que ce que j'ai fait par le passé, qui était un petit peu plus personnel, un peu plus ombrageux. Là, c'est des trucs un peu plus terrestres. Ouais. Je recommande aussi la chanson Auxiliaire qui est sortie juste avant. Ah oui, c'est vrai que tu l'aimes bien celle-là. Oui, je l'aime beaucoup celle-là. Elle a été labellisée par Eva entre Dao et Renaud. Ouais, Je me suis senti... Être auxiliaire de vie scolaire, c'est être un peu un abruti. T'es prof de rien, aucune matière, et glande à côté d'un autiste au-dessus de toi. La culture musicale, elle se fait toujours... mais des fois, il y a des gens qui se font une culture musicale, mais parce qu'ils sont amoureux de quelqu'un, et du coup, la personne, elle aime ça, et du coup, tu sais, il y a tout le temps, la culture musicale, c'est tout le temps une affaire de désir, c'est tout le temps une affaire d'émotion, on acquiert une sorte de culture. Moi, en fait, en plus, que ça me fait tout le temps un peu sourire, et des fois, les gens me disent, ah, mais t'as beaucoup de culture musicale, mais moi, en fait, dans l'environnement que j'ai acquis dans ma vie parisienne, en fait, je fais partie des gens des fois qui ont le moins de culture musicale. Je connais des gens qui ont tellement plus de culture parce que eux, c'est presque, j'allais dire, une vraie manie. C'est-à-dire, ils aiment connaître tout, des choses en plus ultra pointues. Moi, je suis pas pointu par rapport à eux, quoi. Je suis pas du tout encyclopédiste. J'avais, je pense, envie et besoin de devenir chanteur. Et si j'avais pas eu ce parcours culturel, j'aurais pas été journaliste. Si j'avais pas été journaliste, j'aurais pas été chanteur, j'aurais pas été compositeur. Enfin, tout ça est un emboîtement très particulier qui s'est fait progressivement. Mais voilà, dans la vie, il faut toujours suivre son désir, son rêve, quoi. Ouais. Moi, ça passait par la culture, mais pour cheminer après sur un rapport à la culture qui soit aussi un rapport d'acteur culturel, quoi. Après, n'ayez pas peur de ne pas avoir de culture. La culture aujourd'hui, elle est partout, quoi. Mais faut que ça reste un plaisir. Super. Merci Eva. Et ben c'est moi qui te remercie. On va aller continuer notre petite balade, parce qu'il Voilà. fait très beau, il fait même de plus en plus beau. Il y a du soleil. Ouais. Oui, on est dans le bois de Vincennes qui est donc le bureau de Sylvain. Je fais des fois des chansons a cappella dans le bois de Vincennes. Exister.